bonsoir à tout le monde. Je vous remercie vraiment d'être là, d'avoir pris le temps d'assister à cette présentation. Donc aujourd'hui, comme vous le savez, Inch'Allah, ça va être la partie 2 de cette présentation intitulée Les lésions cutanées révélatrices de troubles systémiques. Alors pour ceux et celles qui n'étaient pas là la dernière fois, en fait, il s'agit des lésions cutanées qu'on voit pas que dans des maladies de la peau proprement dites, mais également dans des maladies qui touchent d'autres systèmes. Du coup, c'est un outil diagnostique clinique qui est très utile, même pour tous les médecins en fait. Même si on ne fait pas dermato, c'est vraiment utile de reconnaître ce genre de lésions. Alors là, une petite remarque avant de commencer. La dernière fois, en fait, c'est la première fois que je présente un truc comme ça. Du coup, je savais pas que vous étiez en train de mettre des commentaires, etc. On répond à quelques questions orales. Et du coup, je ne pouvais pas les lire. En fait, j'étais juste sur l'angle Google Meet. Mais cette fois-ci, si vous répondez à des questions, Inch'Allah, je pourrai les voir. Alors, je pense qu'on pourra commencer. Alors, par rapport donc ça, c'est un welcome back pour les gens qui étaient déjà là la dernière fois. Alors, un petit récap de la partie 1. Donc, on a fait une intro afin de parler un peu de l'intérêt du sujet, pourquoi c'est un sujet important, etc. La deuxième partie, c'était les lésions qu'on voit au décours de pathologies endocriniennes. Et comme vous le savez, c'était une partie qui a pris la part du lion dans toute la présentation. La partie 3, c'était quelques lésions cardiovasculaires. La partie 4, c'était 2 ou 3 lésions qu'on voit dans des maladies digestives. Alors, normalement, aujourd'hui, on était censé faire les lésions qu'on voit dans la néoplasie et dans les maladies rhumatologiques. Mais le problème, c'est quoi? Alors, cette photo-là, elle représente carrément mon état d'esprit. Quand j'ai vu que dans les lésions digestives, est-ce que vous voyez mon curseur ici? Ok, merci, très bien. Donc, les lésions digestives, en fait, vers la fin de la présentation, je me suis rendu compte que nous, on n'a fait que 2 ou bien 3 lésions qui concernent en fait que les maladies inflammatoires de l'intestin. Et qu'il restait vraiment pas mal de choses à voir. Et du coup, il va y avoir un petit changement de plan. En fait, le plan, ça va être le suivant pour cette partie 2. Donc, des lésions qu'on voit dans des maladies du foie, parce qu'en fait, c'est des maladies très fréquentes, dans les maladies du pancréas, dans certaines maladies rénales, puisque le rein, il est dans le cœur de pratiquement toutes les maladies de système, et finalement, le quiz. Les questions, si vous en avez, et bien sûr, si j'ai les réponses, c'est un sujet que je découvre moi aussi. Ok, alors commençons par les lésions de la peau qui sont associées aux maladies du foie. Alors, la première lésion qu'on va voir, c'est celle-ci. Alors, moi, franchement, c'est la première fois que je vois ça. Je ne l'avais jamais vu au service à l'hôpital. Donc, on appelle ça la contracture de Dupuytren. Alors, est-ce que vous avez une idée de ce que c'est, à quoi c'est associé, etc. Est-ce que vous auriez une idée? Ok, alors c'est une lésion qui, dans cet aspect-là que vous voyez, en fait, l'aspect de ces doigts qui sont obligés, entre guillemets, d'être rétractés. Donc, c'est une lésion qui a été décrite très anciennement, quand vous voyez en 1830. Et finalement, il s'agit d'un épaississement qui va donner une forme nodulaire à la membrane fibreuse qui se trouve en sous-cutané. Donc, vous avez les muscles et les doigts, vous avez la membrane fibreuse, également dite la ponévrose palmaire, et on a la peau superficielle, en regard. Alors, au niveau surtout de l'annulaire et du petit auriculaire, on va voir cette peau qui va s'épaissir pour donner des nodules. Donc, généralement, elle va toucher les hommes âgés entre 40 et 50 ans. Pas mal de facteurs de risque ont été associés à cette lésion-là. Alors, notamment le travail manuel acharné, l'alcool, l'épilepsie, etc. Ils ont tous été évoqués et puis écartés par des études plus puissantes. Alors, tous puis écartés sauf l'alcoolisme et le diabète. Donc, vous voyez pourquoi on dit elle est associée aux maladies du foie, parce qu'en fait, quand vous dites alcoolisme, c'est un phénomène qui va toucher pas mal d'organes. Mais l'organe qui est touché par excellence, c'est le foie, parce que c'est lui qui fait le métabolisme de l'alcool, des métabolites alcooliques. Voilà. Alors, en fait,
quand on dit c'est alcoolisme ou diabète, bien sûr, il faut chercher un diabète systématiquement. Il y a des études qui sont menées pour voir s'il y a une intervention de la génétique, etc. Et c'est une pathologie qui va peser lourdement sur la vie quotidienne, sur les gestes de la vie quotidienne. Parce qu'en fait, la main, on l'utilise beaucoup. Alors, dans tous les gestes fins, etc., la préhension, le clavier, les instruments de musique, le vélo, etc. Alors là, je reviens pour parler des traitements. En fait, brièvement, il va y avoir la chirurgie. C'est un traitement de référence. Il y a également la radiothérapie, la simvastatine, etc. Alors, deuxième lésion, c'est celle-là. Alors, est-ce que vous voyez qu'il y a une anomalie, sans lire le commentaire, en fait? C'est quoi l'anomalie qui saute à l'esprit ici? Alors, ici, on parle de lipodystrophie faciale. Alors, souvenez-vous, la dernière fois, quand on parlait de lipodystrophie, en fait, on a dit que c'est pas une lipodystrophie, celle qu'on connaît, nous, à l'hôpital, avec les patients qui injectent mal leur insuline, etc. Mais c'est des lipodystrophies. Ils peuvent être même génétiques. Alors là, justement, c'est une des lipodystrophies qu'on voit chez les patients qui sont atteints d'hépatopathie alcoolique. Donc, les gens qui ont... voilà, les gens qui sont addicts à l'alcool. Alors, pour quelle raison? Parce que c'est des gens qui sont fortement malnutris parfois. On va parler des raisons, mais vu cette malnutrition profonde, il y a une hypoprotidémie qui va résulter de ça et qui va donner cette lipodystrophie qui est très marquée au niveau de la face. Alors franchement, je ne sais pas si on la voit au niveau de d'autres parties du corps chez les alcooliques, mais franchement, dans la face, ça a été décrit, comme vous voyez sur la photo. Alors maintenant, pourquoi les alcooliques, ils sont dénutris et puis ils font l'hypoprotidémie, ils font ça? Parce que, pour deux raisons. Alors, quand vous allez dans les pays d'Occident, vous allez voir le cliché, entre guillemets, des alcooliques qui sont SDF, qui n'ont pas de domicile fixe, qui n'ont pas d'emploi, qui sont dans la rue, etc. Il y a même chez nous, mais là-bas, c'est un phénomène beaucoup plus marqué. Et du coup, c'est des gens qui sont à la base malnutris, donc ils vont même pas manger assez de nourriture. Deuxième hypothèse, c'est que même si vous n'êtes pas SDF, donc un alcoolique genre qui a une nutrition équilibrée, entre guillemets, l'alcool, en fait, le métabolisme de l'alcool, il va empêcher le métabolisme de d'autres nutriments. Voilà, c'est ça la raison. Donc, deuxième lésion qui est liée à l'alcoolisme, c'est ça, c'est la lipodystrophie faciale. Alors, la troisième lésion, en fait, c'est une lésion, certainement vous l'avez vu en module de dermatologie, c'est une lésion qu'on appelle porphyrie cutanée tardive. En fait, ce terme-là, porphyrie, il englobe pas mal de pathologies. Donc, les porphyries, ce sont des pathologies qui sont associées. C'est un groupe très hétérogène, mais en fait, il s'agit d'accumulation de porphyrine dans l'organisme. On va dire ce que c'est porphyrine. Bon, tout simplement, c'est des composés biochimiques. En fait, c'est des molécules, si vous les tapez sur Google, c'est des molécules à structure cyclique. Donc, ce sont des molécules qui, pour une raison ou une autre, vont s'accumuler dans l'organisme. Et cette accumulation, elle est beaucoup plus marquée au niveau de la peau et au niveau du système nerveux. En fait, c'est un déficit dans l'enzyme uroporphyrinogène décarboxylase. C'est une enzyme qui est abrégée urode. En fait, c'est une lésion vésiculeuse, comme vous voyez sur la photo, qui va se développer au niveau des zones qui sont exposées au soleil, parce qu'en fait, ces molécules-là, ils sont sensibles au soleil. Et là, on va avoir une hypertrichose. Donc, la sémiologie exacte, c'est celle-là, ce que vous voyez en jaune, surligné. Donc, on a une fragilité de la peau qui va faire que la peau devient facilement écorchée. Alors, c'est quand si vous aviez pris un objet tranchant ou bien un objet genre métallique, un fil métallique, et vous avez piqué cette peau-là. Donc, elle devient très fragile. Il y a des bulles qui vont apparaître dans les lésions photo-exposées et une hypertrichose. Hypertrichose et une hyperpigmentation. Brièvement, c'est des lésions d'âge différents. Donc, sur le même organe, on va voir toutes ces lésions-là. Alors là, en fait, chose importante à signaler, c'est que depuis l'avènement des traitements performants contre l'hépatite C, on ne voit plus ces lésions-là. Voilà. Donc, l'alcool, en fait, il reste l'élément déclencheur le plus connu. OK ?
Mais en fait, il est beaucoup plus incriminé quand il est, quand il est là en même temps, concomitamment avec une infection au virus de l'hépatite C. Voilà. Donc, une intoxication à l'alcool est présente chez environ 30 à 90% de ces malades-là, surtout dans les formes qui sont dites sporadiques. OK? Parce qu'en fait, l'alcool, il va interférer avec ce métabolisme de porphyrine. Il va inhiber cette enzyme. Alors ici, ce sont deux photos. Alors sur la photo au niveau de la gauche, vous voyez cette peau qui est fragile, qui est facilement écorchée. Si vous cherchez des photos de cette porphyrie cutanée tardive, la majorité vont vous montrer des membres, mais en fait c'est pas que les membres, parfois c'est même la face. Et au niveau de la photo qu'on a, l'image à droite, vous avez ces lésions d'âge différentes. Donc on a les bulles, les érosions, l'hyperpigmentation et bien sûr l'hypertrichose. Alors, souvenez-vous la dernière fois, alors le mot bulle ici, il doit résonner chez vous pour ce qu'on a expliqué la dernière fois chez les diabétiques. Donc, on a dit les diabétiques peuvent faire la bullose des diabétiques parce que leur peau, elle est fragile eux aussi. Donc, il y a ce stade dégénératif du diabète où leur peau devient fragile et l'eau qui se trouve au niveau du derme, il va trouver une échappatoire vers l'épiderme qui est très fragile. Alors, c'est le même phénomène qui survient là aussi. Sauf que là, c'est pas des bulloses, c'est pas des grandes bulles, mais là, c'est des bulles qui sont vraiment infracentimétriques parfois. Voilà. Alors, par la suite, donc on a vu l'alcool. Alors, là, regardez combien de... La dernière fois, la star, c'était le diabète. Maintenant, c'est l'alcool. Donc, on a vu contracture de Dupuytren. On a vu lipodystrophie faciale, porphyrie cutanée tardive, ou bien les porphyries cutanées tardives. Et maintenant, on va voir les lésions de la peau qu'on voit au niveau des hépatites virales, en fait, qui sont associées aux hépatites virales. Alors, il y a beaucoup de pathologies qui sont associées... Ça, c'est une diapo qui résume les pathologies qu'on va voir. Mais généralement, une lésion cutanée va se voir chez le 1/3 des patients qui ont une hépatite virale. Et généralement, ça survient au dernier stade de la maladie. Alors, on va voir pas mal de lésions. On va commencer par... En fait, sur la diapo, vous les avez toutes les lésions qu'on va voir. On va les voir juste brièvement, parce qu'en fait, c'est des lésions très spécialisées. On les a vues dans d'autres modules, mais ça, ici, c'est juste pour les rappeler. Alors, on va commencer par les cryoglobulinémies. En fait, les cryoglobulinémies, ça doit résonner chez les gens qui ont fait leur module de 4e année, de maladie de système. En fait, c'est la présence dans le sérum de ces patients-là d'immunoglobulines IgG qui ont une propriété, en fait, c'est qu'au laboratoire, in vitro, ils vont se précipiter dans des températures qui sont inférieures à 37 degrés. Alors, en fait, la photo que vous voyez ici, alors, comment vous décrirez cette photo-là, si vous voulez la décrire en 2-3 mots? L'image que vous voyez sur l'écran. Allez-y, n'hésitez pas à participer. Genre, cette perte de substance, etc. Quels sont les... En fait, est-ce que vous pouvez deviner comment on va la décrire de façon dermatologique, en fait? Ok, alors cette photo-là que vous voyez, elle est tirée d'un rapport de cas qui a été observé. Alors, je ne sais pas si c'est au Maroc ou pas. Non, en fait, c'est en Europe. C'est une patiente de... Oui, en fait, très bien. Donc, c'est de la nécrose. C'est aussi... voilà, la nécrose est un mot-clé qui doit sortir, mais c'est aussi de l'ulcère. Alors, en fait, c'est une femme de 74 ans qui n'avait pas d'antécédents, qui consultait justement pour un ulcère nécrotique. Voilà. Et là, ils ont fait une biopsie et ils sont directement tombés sur le diagnostic. Et ce qui est très intéressant, c'est que chez cette patiente-là, cette cryo, il a révélé un lymphome de type B. Voilà. Ok. Alors maintenant, excusez-moi, là, en fait, j'avais pas prévu de détailler toutes les lésions. Donc, on a la cryo, on a la polyartérite noueuse, on l'a vu dans les vascularites. On va s'attarder un tout petit peu pour la vascularite leucocytoclastique.
Ok, donc c'est une vascularite des petits vaisseaux où on a l'inflammation par des neutrophiles, des tout petits veineux, en fait, post-capillaires, cutanés, enfin, très superficiels. En fait, il se traduit par un purpura, ok, qui soit isolé, soit diffus. Donc, sur les deux photos, vous avez les deux cas. Alors, en haut, le purpura qui est diffus, en bas, le purpura qui est isolé, et ça siège surtout au niveau des membres inférieurs. Ok, donc pour récapituler, pour rappeler en fait, the big picture, comme on dit, alors, associé aux hépatites virales, on peut avoir des vascularites, en deux termes. Donc, vascularite, polyartérite noueuse, cryoglobulinémie, vascularite, urticaire, etc. Alors, par la suite, on va passer à d'autres pathologies, à d'autres lésions qu'on voit au niveau avec les maladies du foie, et on va parler des hémochromatoses. En fait, alors en fait, quelle est la couleur de la peau qui est évidente chez ce patient-là? Alors en fait, les hémochromatoses, c'est un groupe de pathologies, mais ici, on va parler d'une pathologie qui a en fait, pendant très longtemps, été décrite sous le terme diabète bronzé. Alors là, c'est un monsieur qui a l'air d'être bronzé, justement. En fait, c'est le fer, physiopathologiquement, en deux termes, c'est le fer qui va se déposer dans plusieurs organes. Donc, il va se déposer au niveau de la peau, ok? Donc, c'est marqué, ça donne cette couleur bronzée. Et il va se déposer aussi au niveau pancréatique. C'est ça ce qui est intéressant. Et dans un stade tardif de la maladie, il va donner un diabète. Ok, donc les gens, enfin les médecins, il y a longtemps, ils faisaient pas attention à cette couleur de la peau. Ils découvraient le diabète d'abord et puis ils le décrivaient de diabète bronzé. Mais maintenant, en fait, avec l'avènement des tests sanguins, etc., ce terme il est devenu carrément obsolète. Et en fait, l'atteinte, on va dire l'atteinte multiviscérale ou bien l'atteinte de plusieurs organes, elle se voit très rarement. Mais au niveau du pancréas, au niveau de la peau, on la voit de façon très, très fréquente. Il est intéressant de dire que dans pas mal d'hôpitaux, je pense même au Maroc, il y a des tests génétiques qu'on fait pour ces patients-là. Alors, rapidement, les symptômes. Au début, on va voir une fatigue, une douleur articulaire, douleur abdominale, faiblesse musculaire, etc., chute de cheveux. Parfois, on peut même dire que c'est un patient qui a même une anémie, mais avec le temps, avec l'avancement de la maladie, on a le diabète, on a les anomalies cardiaques, on a carrément une cirrhose hépatique, on a décoloration de la peau, troubles de la mémoire, etc. Alors, cette image, elle est très intéressante. Pourquoi? Parce qu'en fait, beaucoup d'articles, et de plus en plus d'articles, de sociétés savantes, ils proposent pas que les tests sanguins qui confirment le dépôt de fer et parfois, en fait, les tests sanguins et l'examen clinique, beaucoup vont préconiser la prescription d'une IRM. Alors, pourquoi une IRM? Parce qu'en fait, elle fait éviter aux praticiens le recours à une biopsie. En fait, c'est un apport qui devient de plus en plus majeur. C'est une imagerie qui va montrer l'hyposignal. En fait, l'hyposignal, il est montré ici sous forme d'un foie qui devient plus assombri. Normalement, le foie, il n'est pas aussi noir que ça. Donc là, en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'actuellement en radiologie, dans les logiciels qu'ils utilisent pour l'interprétation, il y a même un indice qui va corréler l'assombrissement du foie au degré de surcharge en fer. Ça, c'est très intéressant. Donc, on peut même quantifier ça de façon numérique, quantitative, avec des chiffres, sans faire une biopsie. Ça, c'est super. Parce qu'en fait, le foie, il n'est pas accessible à la biopsie. Si vous voulez la faire, il faut le bloc, il faut l'anesthésie, etc. Chose qui n'est pas toujours évidente. Donc, ça, c'est le premier avantage. Deuxième avantage, si on fait cette coupe transversale comme ça, on va voir l'aspect qui est dit foie noir, race blanche. Et ça, c'est un aspect qui est très caractéristique. Voilà. Au-delà de ça, cette IRM permet aussi de détecter la surcharge au niveau pancréatique, au niveau cardiaque et au niveau hypophysaire même. Voilà. Bon.
il faut dire aussi que sur cette image, ça c'est très avancé. Donc le fait d'avoir un foie carrément noir, une rate complètement blanche, ça c'est un aspect voilà, très avancé. Très bien. Alors maintenant, on va passer à une autre pathologie. En fait, on a fini avec le foie. On va passer au deuxième organe qui est le pancréas. Alors, ce terme, en fait, pour commencer, il y a un nom qui est très familier à pas mal d'entre nous. C'est le terme Chiari. En fait, Chiari, c'est un nom propre qu'on a vu dans le syndrome de Budd-Chiari, dans les malformations cérébelleuses d'Arnold Chiari, etc. Et là, en fait, ce monsieur Chiari, il a décrit aussi une pathologie très intéressante en termes de pancréas qui est dite paniculite pancréatique. En fait, c'est une nécrose, c'est une inflammation de la couche graisseuse sous-cutanée qu'on voit dans les maladies du pancréas. Ok. Donc en fait, c'est pas la nécrose du pancréas, c'est la nécrose de la graisse partout dans le corps quand il y a une maladie de pancréas. Donc, chez environ 2 à 3% de tous les patients qui ont une maladie pancréatique, qu'elle soit chronique ou aiguë, on va avoir cette lésion-là. Et elle va se développer chez les patients qui ont des infections, des lésions, des maladies auto-immunes. Et surtout, l'alcool, c'est un élément déclencheur qui a été incriminé pendant très longtemps. Alors, je vous ai dit, c'est la star d'aujourd'hui, l'alcoolisme. Alors, sémiologiquement, ça donne quoi? Alors, si vous voulez cette photo avec le fond vert, vous avez, en fait, je ne sais pas si vous arrivez à le voir avec la résolution qu'il fait ici, mais en fait, c'est des bosses, on dirait, sous-cutanées, très douloureuses. Alors, elle touche principalement les hommes. Regardez l'encadré en vert. Et elle se produit avec une fréquence particulière chez les personnes alcooliques. Alors, cette maladie-là, on va la voir, si je dois lister 3 pathologies, 3 étiologies, donc on a pancréatique aiguë, pancréatique chronique, et puis cancer du pancréas. Alors, le cancer du pancréas qui a été le plus longtemps incriminé, alors je pense c'est le carcinome. Alors là, j'ai oublié le nom, je l'avais noté sur des notes, mais je l'ai oublié. Mais c'est un carcinome du pancréas, c'est un cancer de type carcinome. Voilà. Alors, ici, c'est un rapport de cas, encore une fois. Alors, je pense que vous connaissez tous le syndrome PP, c'est ça? On le dit en endocrinologie. Syndrome PP, ça vous dit quelque chose? Alors, syndrome PP, non. Ok. Alors, syndrome PP, c'est le syndrome polyurépolyptyque, tout simplement. Alors là, c'est le syndrome PPP. Ok. Alors, il fait référence à quoi? Il fait référence à une paniculite, à une polyarthrite et une pancréatite. Donc, paniculitis, polyarthritis, pancreatitis syndrome. C'est un syndrome ici. Alors, ce que vous voyez sur les 4 images, en fait, c'est un homme qui est âgé de 57 ans, avec des antécédents de 20 ans, en fait, une histoire de 20 ans, une sorte de la maladie de 20 ans, de consommation alcoolique lourde. Alors ça, c'est un article qui vient d'Inde, je crois. Inde ou Pakistan, je pense. Alors, il s'est présenté en consultation pour des nodules sous-cutanés très douloureuses au niveau de la face, au niveau de l'abdomen et au niveau de l'épaule. Alors, ces lésions-là, elles ont été accompagnées par une douleur et par un gonflement des 2 genoux, des chevilles et des coudes, en fait, pendant 2 semaines. Alors lui, il a consulté quand la douleur elle s'est accentuée pendant ces 2 semaines-là. Alors, mais en fait, ce qu'ils ont découvert avec l'interrogatoire, c'est que un mois auparavant, il avait souffert également de douleurs abdominales, de nausées, de vomissements. Alors, ces signes abdominaux-là, ils ont motivé les médecins à chercher une pancréatite. Et finalement, il avait effectivement une pancréatite aiguë. Voilà. Alors ça, donc ça, c'est la première lésion qu'on voit avec les maladies pancréatiques. La lésion suivante, c'est celle-là. Alors, qu'est-ce que vous voyez sur les photos, en fait? Brièvement, quelles sont les lésions élémentaires que vous voyez ici, en fait? Ou bien, qu'est-ce qui est frappant sur les images? Ah oui, Omaïma qui veut parler, vas-y. Omaïma, oui, vas-y, active ton micro et tu peux parler.
Ah oui, j'arrive pas à écrire un commentaire. Ok, vas-y, c'est mieux en fait. Parler, c'est mieux. Oui, vas-y. Syndrome de Cullen? Non, syndrome de Cullen, on va le voir. Non, ça, c'est pas un syndrome de Cullen, non. Oui, mais en fait, qu'est-ce qui est frappant? Ce monsieur-là, quel est le symptôme qui choque, entre guillemets, en fait? Alors, en fait, moi, ce qui a attiré mon attention, érythème noueux, ok. Moi, ce qui m'a choqué, c'est surtout l'amaigrissement. Voilà. Alors, c'est la localisation au niveau des aisselles, c'est les nouveaux qui est écrit, et c'est aussi l'amaigrissement. Alors, est-ce que vous voyez pas que l'amaigrissement, il est vraiment très marqué? Il est presque cachextique, ce monsieur-là. En fait, cette lésion, on l'appelle érythème migrant nécrolytique. C'est un mot qui est composé, on va expliquer pourquoi. En fait, ou bien on l'appelle aussi érythème nécrolytique migrateur. C'est une lésion de la peau qu'on voit dans les cancers, dans une tumeur du pancréas qu'on appelle glucagonome. En fait, ce sont des lésions cutanées rouges qui vont débuter dans les plis, donc les aisselles, la région glutéale, les aines, etc., et qui vont rapidement évoluer de façon centrifuge. Donc, c'est comme s'ils fouillaient le centre. Donc, ils vont fuir les plis dans lesquels ils ont commencé. Rapidement, on va avoir des bulles, on va avoir des érosions, des croûtes, etc., ce qui permet d'évoquer le diagnostic, en fait, surtout dans le cas qu'on va décrire. Excusez-moi. Alors ça, c'est une étude de cas. Chez ce patient-là, ce qui leur a permis de d'évoquer le diagnostic, c'est surtout l'amaigrissement très important. Donc, dès que vous voyez cet amaigrissement-là, c'est que la tumeur, il a vraiment très évolué. Du coup, voilà. Donc, dans le traitement, ils vont d'abord corriger les désordres, les troubles de l'état général, donc l'anémie, les troubles électrolytiques, etc. Par la suite, ils vont soigner ce glucagonome. Voilà. Donc, on voit généralement amaigrissement très important. Ça permet d'évoquer le diagnostic très fortement. Donc c'est-à-dire que l'étiologie, c'est une malignité. Voilà, donc ça nous oriente. Et par la suite, on a aussi des douleurs abdominales et des diarrhées. Alors, dans ma diapo suivante, j'arrive au signe que Salma, c'est Salma, si je ne me trompe pas, voilà. Oumaima, pardon. Oumaima a évoqué, en fait, c'est les deux signes qui vont parfois ensemble, les signes de Cullen et de Gray-Turner. Alors, est-ce que vous pouvez me dire dans quelle pathologie on les voit, en fait? Ils sont quasi pathognomoniques de quelle pathologie? Pancréatite. Très bien, oui, c'est ça. Donc, exactement, on les voit au décours d'une pancréatite aiguë. Donc, ce sont des symptômes, en fait, deux signes qui comprennent des changements cutanés dans la région périombilicale pour le signe de Cullen et dans la région au niveau des flancs pour le signe de Gray-Turner. Donc, ce sont des changements qui vont nous renseigner sur la gravité de la maladie et qu'elle est déjà compliquée peut-être. Donc, on les voit chez 3% des personnes qui sont atteintes de pancréatite aiguë. Alors là, je me souviens que le prof nous disait ça, le prof de chirurgie digestive. Alors, il nous disait qu'en fait, ils n'ont pas à attendre le moment d'apparition de ces lésions-là pour traiter. Alors, en fait, c'est des lésions qui apparaissent très tardivement. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas nous servir pour le diagnostic, mais pour classer les patients en termes de gravité. Alors là, il y a une étude très intéressante. Oumaima, oui, vas-y. Oumaima a levé la main, je crois. Bon. Alors, il y a une étude qui est très intéressante, réalisée très récemment. Elle a montré que les patients qui vont avoir ces lésions-là, au décours d'une pancréatite, ils vont avoir un taux de mortalité de 37%. Donc, imaginez, c'est vraiment très grave. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le signe de Cullen, ce que vous voyez en périombilical, il n'est pas exclusif à la pancréatite aiguë, mais également dans une grossesse extra-utérine rompue, dans un ulcère duodénal perforé, dans une rupture splénique et dans un carcinome hépatocellulaire. Voilà. Alors, on a fini avec le pancréas, avec le foie avant. Maintenant, on arrive au rein, aux maladies rénales. Alors, pour aborder déjà cette partie, celle des maladies rénales, on va dire qu'il y a des maladies rénales qui sont, des lésions cutanées qui sont associées au processus qui a donné l'insuffisance rénale terminale, ok.
des manifestations qui sont liées à l'accumulation de l'urée dans le sang. Donc, l'urémie, il est toujours altéré chez ces patients-là. Et il y a des troubles qui sont liés à la transplantation rénale, puisqu'elle devient d'actualité de plus en plus. Alors, excusez-moi. Alors, pour la première catégorie de lésions, donc celle qui est associée au processus qui a donné la maladie rénale, en fait, il y a une liste très exhaustive que je ne voulais pas mettre ici, parce qu'en fait, elle est très longue. Donc, vous avez que dans une néphropathie diabétique, dont l'origine a été diabète sucré, vous allez avoir acanthose nigricans, xanthome éruptif, sclérodème, etc. Dermopathie diabétique. Dans une glomérulonéphrite, dont l'origine était un lupus érythémateux, on a le purpura, lupus, etc. Vous voyez en fait ce que je veux dire. Donc, c'est vraiment des catégories, c'est une dizaine de catégories, très exhaustives, et on ne va pas suivre. Je passe directement à la deuxième catégorie. Donc, les lésions qu'on voit quand on a beaucoup d'urée dans le sang. Alors, c'est ça. Alors, cette lésion-là, qu'est-ce qu'elle vous inspire? En fait, vous pensez quelle est la conséquence de quoi? Wilson? Pardon? J'ai pas bien entendu. Je sais pas, je pense Wilson, non? Maladie de Wilson, ok, on retient cette réponse. Ok. Alors en fait, ça c'est un patient qui atteint d'insuffisance rénale et qui a de l'urée accumulée dans le sang. Donc c'est une insuffisance rénale terminale. Alors il y a un signe qui est très caractéristique qu'on appelle le grattage chronique qui résulte d'un prurite urémique. Donc ça c'est le prurite. On est en train, en fait pratiquement, de décrire ici le prurite et les lésions de grattage qui vont apparaître quand le patient va être très gêné. En fait le prurite, il touche de 15 à 49%, donc parfois quasi la moitié des patients qui ont une insuffisance rénale chronique, quel que soit le stade, et jusqu'à 85%, ça veut dire la quasi-majorité des patients qui ont une dialyse, en fait. Pratiquement tous les insuffisants rénaux terminaux. Alors, maintenant, la dialyse, elle devient de plus en plus accessible, et du coup, ça permet de réduire l'incidence de ces lésions-là. Et chez la majorité des patients, justement, on va voir que ce sont des lésions qui sont soulagées dès le début de la dialyse. Alors, ce patient-là, justement, il présente beaucoup de cicatrices atrophiques, qui sont dites atrophiques, hyperpigmentées, en fait. C'est pas n'importe quelle cicatrice de grattage. Avec l'urée, ils deviennent hyperpigmentées. Et au niveau de l'épaule, si vous contemplez bien cette lésion, au niveau de l'épaule, on a un nodule, en fait, qui est excorié. C'est comme si on l'a écorché avec un objet tranchant, excorié au niveau de l'épaule. Alors, le prurite chez les insuffisants rénaux terminaux, il n'est pas associé à l'âge, ni au sexe, ni à la race, ni à la maladie qui l'a déclenché. En fait, il peut être épisodique, comme il peut être constant, il est localisé ou généralisé, léger ou sévère, donc ça dépend. Lorsque c'est localisé, c'est surtout l'avant-bras et le haut du dos. En fait, ce sont les lésions les régions les plus fréquemment concernées. Alors, deuxième lésion qu'on va voir avec l'hyperuricémie. Pardon, là, je n'avais pas évoqué quelque chose. Avec l'urée dans le sang, l'excès d'urée, on va avoir des lésions qui sont non spécifiques, ok, à l'urée. En fait, on peut les voir dans d'autres pathologies, et des lésions qui sont spécifiques. Donc, première lésion non spécifique, c'était le prurite. La deuxième, c'est la xérose. Alors, chez la moitié jusqu'à la quasi-majorité, donc 50 à 92% des gens qui font la dialyse, on a une xérose cutanée. Alors, certains auteurs, en fait, ils suggèrent que la xérose, la sécheresse, xérose, ça veut dire sécheresse, en fait, de façon plus grossière. Ils pensent qu'elle est associée à l'insuffisance rénale terminale, peut-être pour la diminution de la teneur en eau de l'épiderme. Bon, parfois, dans certaines études, ils se sont permis de faire des biopsies, en fait, de la peau. Ils ont trouvé que le volume des glandes sébacées de la peau, il est très diminué chez les patients qui souffrent d'urémie. Voilà. Alors là, il y a certains patients, en fait, qui vont avoir une xérose qui est tellement extrême à cause de l'urémie, enfin associée à l'urémie, qui vont même aller jusqu'à développer ce qu'on appelle une ichthyose. Alors, ichthyose, c'est ça. C'est typiquement la photo l'image qui est à droite.
Encore une fois, c'est un groupe de pathologies, etc. Il y a en fait des ichtyoses qui sont héréditaires, ce qu'on appelle les bébés harlequins, d'autres acquises, machin truc. Là, je vais m'intéresser à celle qui résulte d'une sécheresse extrême prolongée et qui est faite de 3 lésions élémentaires. Donc, on a une peau qui est très sèche et rugueuse. En fait, à gauche, on a la desquamation importante en écailles de poisson et on a l'hyperkératose qui est un épaississement de la peau. Voilà. Donc, si on ne fait pas attention à cette xérose, c'est le patient dialysé, ça risque de dégénérer vers autre chose. Troisième lésion non spécifique, à cause de l'hyperuricémie qu'on voit chez les patients dialysés, c'est ce qu'on appelle les angles de Lindsay, en fait, ou bien les angles moitié-moitié. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi on les appelle angles moitié-moitié? Pardon, il faut revenir en arrière. Alors, pourquoi on les appelle angles moitié-moitié? Qu'est-ce qui est une caractéristique à ces angles-là? Alors, n'hésitez pas à écrire tout ce qui vous vient à l'esprit, en fait. Très bien, donc moitié blanc, moitié rouge, oui, ça c'est très juste. Ok, donc c'est une lésion qui a été décrite en 1963, donc un peu ancienne. Ils ne sont pas pathognomoniques de l'insuffisance rénale, c'est pour ça qu'on a dit non spécifique. Oui, voilà, c'est la couleur qui saute à l'esprit, qui saute aux yeux. En fait, il survient jusqu'à 40% des patients qui ont des patients dialysés, ils vont disparaître après une transplantation rénale réussie. En fait, c'est des angles qui sont caractérisés, comme vous l'avez bien dit, par une bande qui est distale sombre. Elle occupe jusqu'à 60%, 20 à 60% de la surface de l'angle, et une bande proximale qui est blanche. Alors, cette zone distale qui est rouge, entre guillemets, ou bien rougeâtre, oh là là, l'appel, il prend fin dans 15 minutes. Alors, cette bande qui est distale rouge, elle peut varier de la couleur rougeâtre à une couleur carrément brunâtre. En fait, c'est les angles de la main, comme vous voyez sur la photo, qui sont beaucoup plus concernés que les angles des pieds. Ok. Alors maintenant, je passe à la 4e lésion non spécifique qu'on voit au niveau, dans une insuffisance rénale. Alors celle-là, elle se fait de plus en plus rare. Genre on la voit quasi jamais maintenant. Mais si vous la voyez un jour, accidentellement, sachez que ce patient, il a une insuffisance rénale chronique, mais il n'a pas eu encore, en fait, il est pas bien dialysé. Voilà. Donc normalement, la concentration de l'urée dans le sang, elle est de 3 jusqu'à 8, en fait, je vais parler en décilitres, en grammes par décilitre. Donc, on va dire de 0,18 à 0,45 chez l'homme, grammes décilitres, et de 0,15 à 0,42 chez la femme. Donc, retenez ces chiffres-là. En fait, ils sont même inférieurs à 1. OK? Alors, ce gel urémique que vous voyez sur la photo, il apparaît quand on a des taux qui sont supérieurs à 250 jusqu'à 300 mg par décilitre dans le sérum du patient. C'est qu'en fait, la concentration de l'urée dans le sang du patient, elle va être très augmentée au point qu'elle va se déposer sur la peau sous forme de cristaux. Alors, généralement, on va la voir au niveau du visage, au niveau de la barbe, du cou, du tronc. Donc, ce sont des fins cristaux jaunes qui vont se dissoudre très facilement lorsqu'ils seront exposés à des gouttes d'eau. Voilà. Alors bon, c'est une lésion qui est rare, plus ou moins. Ok, alors maintenant, on arrive à ça. Alors, quelle est la lésion élémentaire que vous voyez ici? Voilà, c'est des bulles. Donc, la lésion élémentaire ici, c'est une bulle. Donc, elle est dite maladie bulleuse de dialyse. Et là, on entre dans les lésions spécifiques de dialyse. Voilà. Donc, la maladie bulleuse de dialyse, en fait, c'est une... voilà. Là, je suis un peu perdue. Donc, en fait, c'est une rétention de ce qu'on appelle les urochromes et l'hémosidérine. Donc, on les voit. Cette maladie, il n'y a pas que les bulles. Il y a aussi, si vous faites attention, si vous agrandissez un peu, vous avez aussi les troubles pigmentaires, en fait. Parce qu'en fait, l'hémosidérine, quand elle se dépose massivement, elle est oxydée et on a une altération de sa couleur. Il donne cet aspect hyperpigmenté. Elle est associée à une bulle et on voit cette association-là chez les patients dialysés.
de façon spécifique. Deuxième lésion spécifique qu'on voit chez les dialysés, c'est la maladie de Curl, en fait. Alors, cette maladie de Curl, avant de dire ce que c'est une maladie qui va toucher les hommes et les femmes à peu près à l'âge de 30 ans, ok? Elle n'a pas de prédilection raciale, ok? Elle est aussi, en fait, certaines personnes, ils vont dire qu'elle est aussi associée à un diabète secret, une maladie chronique du foie, une insuffisance cardiaque chronique, etc. Mais en fait, ce que j'ai trouvé, le truc le plus plausible, c'est qu'elle soit associée surtout à l'hyperuricémie qu'on voit chez les insuffisants rénaux. En fait, c'est un trouble de la kératinisation de la peau à cause de la présence en excès de l'urée. Donc c'est la kératine qui n'arrive pas à suivre sa physiologie normale à cause de l'urée qui est aussi là, et on va avoir une inflammation à cause de ça. Voilà. Alors par la suite, on a ce qu'on appelle, autre lésion spécifique, la dermopathie fibrosante néphrogénique. Alors ici, c'est une sclérose en fait. Est-ce que vous vous souvenez de la sclérose dont on a parlé l'autre fois, cette peau qui devient rigide, en fait, qui va rendre la mobilisation des doigts, etc., très, très, très difficile. Et bien, c'est la même chose qu'on a ici. Regardez les doigts, ils prennent cet aspect qu'on appelle signe de prière, ce qu'on a vu dans ce qu'on connaît en fait chez les patients qui ont la sclérodermie, etc. Donc, c'est le même problème ici. Là, c'est dit acrosclérose, donc sclérose des extrémités, avec des ulcérations pulpaires, c'est-à-dire des ulcérations des doigts qui sont douloureuses. Alors, si ça touche les genoux et les articulations interphalangiennes, etc., on appelle ça un fléchon permanent. Donc, c'est une impotence fonctionnelle très conséquente sur tous les aspects de la vie quotidienne, parfois même, et donne une impossibilité à marcher. Généralement, on a les doigts qui sont touchés d'abord, les mains, les pieds, etc. Voilà. Alors là, c'est un signe de la prière, en fait. Et quand ils vont le mesurer, en moyenne, ils vont trouver 4 cm de flexion. Parfait. Alors maintenant, j'arrive presque à la fin. Et on va finir ça par les troubles cutanés qu'on voit dans une transplantation rénale. Alors, un patient qui est transplanté, c'est un patient qui est par définition immunosupprimé. Donc, si on n'a pas l'immunosuppression, on ne pourra pas garder ce greffon. Donc, à cause de l'immunosuppression, on va avoir les infections et la malignité. Et à cause des médicaments qu'il est en train de prendre, en fait, parfois c'est des corticoïdes, parfois c'est des stades beaucoup plus avancés d'immunosuppression. On va avoir des modifications dites cushingioïdes qui vont donner cet aspect qu'on voit dans la maladie de Cushing, morphotype cushingioïde, une hyperplasie gingivale et beaucoup de maladies qu'on va voir dans les diapos suivantes. Alors, on a d'abord les maladies qui sont liées aux médicaments. On a cette hypertrophie gingivale. En fait, elle est induite surtout par la cyclosporine chez un tiers des patients qui la prennent. Par la suite, on a ça. Alors, les corticostéroïdes, ils vont donner ces lésions d'acné qui sont évidentes dans le dos de pas mal de patients qui sont transplantés rénaux. Voilà. Alors là, j'arrive au terme de ma présentation et je vous remercie d'avoir été là.